C'est ça finalement le chocolat. En fait, la qualité du chocolat qui est obtenu à la fin dépend beaucoup du génotype, mais également les pratiques agricoles. Aujourd'hui, pour Brut, je me trouve à Sinnamary en Guyane, dans une collection où il y a plus de 400 cacaoyers différents. Ici, les scientifiques et les généticiens du CIRAD essayent de trouver des nouvelles espèces de cacaoyers pour réduire son bilan carbone. Il faut savoir que le chocolat, c'est un des aliments avec le bilan carbone le plus important. On le voit sur ce tableau. Ça se trouve avec le café parmi les végétaux qui sont au niveau de la viande en fait dans les estimations. Et là, on voit que c'est pas la partie transport et le fait que ça vienne de loin qui alourdit énormément le bilan carbone, mais c'est vraiment la phase agricole parce qu'il y a beaucoup de déforestation dans cette culture et c'est ce que les chercheurs ici essaient de contrecarrer. Celle-là est les murs. Moi, c'est Abdoul, je suis généticien cacao au CIRAD. Mon travail ici consiste à caractériser la diversité génétique des cacaoyers maintenus par le CIRAD ici en Guyane et donc de mobiliser cette diversité génétique pour répondre aux problèmes de la cacaoculture. Son rôle dans la déforestation, globalement, elle est indéniable. Et si vous prenez l'exemple des principaux pays producteurs, par exemple, prenez en Côte d'Ivoire, je pense des années 90 à 2011, une étude a bien montré qu'au fait, les plantations, les espaces occupés par les plantations cacao ont augmenté de pratiquement 1 million d'hectares. Et presque dans la même période, vous avez par exemple dans le pays voisin, qui est aussi un grand producteur en Afrique de l'Ouest, le Ghana, dans lequel la déforestation, en fait, due au cacao a été estimée à pratiquement 27%. Et du coup, la réhabilitation consiste tout simplement à co-concevoir avec les producteurs des modèles de culture, par exemple agroforestiers, qui vont donc amener les producteurs à planter des espèces annuelles qui vont donner donc de l'ombrage au cacaoyer. Ça nous permet un peu de restaurer la forêt tout en produisant du cacao. Là, vous avez l'exemple d'une cabosse qui est prête à être récoltée. Donc là, vous avez l'exemple d'une cabosse mûre. Elle est partie de là, elle est partie de la fleur qui est là toute petite. Les chérelles, c'est ce qui précède la cabosse. Il y a eu une augmentation de production qu'on a observée dans les années précédentes. Les systèmes de culture qui sont adoptés après cette déforestation, c'est des systèmes de culture en plein soleil. Donc du coup avec une utilisation intensive d'engrais chimiques et des produits phytosanitaires qui dégradent très rapidement les sols. Ce qui amène les producteurs très souvent même à abandonner ces parcelles parce qu'ils ne sont plus aussi productifs et ils partent vers la conquête d'autres territoires. Donc du coup, ce qui augmente la pression, c'est le peu de forêt qui reste, parce qu'il faut le dire, parmi les pays qui sont les plus touchés, notamment les plus gros producteurs de l'Afrique de l'Ouest, il ne reste même plus grand-chose à déforester, à part les zones protégées. La problématique, c'est qu'on en mange trop, c'est ça aussi? Je ne dirais pas que c'est parce qu'on en mange trop, moi je dirais que c'est plutôt parce qu'on n'adopte pas les meilleurs systèmes de culture. Je pense qu'il est bien possible de cultiver du cacao tout en respectant et en protégeant l'environnement. Donc du coup là par exemple on est sur une parcelle qui a en même temps quelques colonnes internationaux. Par exemple là vous avez un IMC du Pérou par exemple. Là par exemple c'est l'exemple ici d'un cacaoyer guyanais. C'est le cacaoyer endémique de la Guyane. Donc ce sont des cacaoyers qui ont été prospectés par des chercheurs du CIRAD. Par exemple, là nous avons un plan de croisement en cours qui nous permet de valoriser le potentiel du cacaoyer guyanais, qui est très intéressant d'un point de vue résistance aux maladies, très intéressant d'un point de vue qualité organoleptique, mais qui est moins performant côté productivité. Donc du coup, nous choisissions certains de ces colonnes guyanais qui nous croisons avec des clones internationaux qui sont plus intéressants côté productivité. Et c'est la meilleure manière de faire face aux défis climatiques, c'est déjà d'utiliser la diversité génétique. Et ça nous permet de développer de nouvelles populations, donc, qui nous permettront après d'avoir des dispositifs expérimentaux dans lesquels nous allons les évaluer pour sélectionner les meilleurs d'un point de vue agronomique, les meilleurs d'un point de vue adaptation au système agroforestier et les meilleurs aussi d'un point de vue économique pour les producteurs. Voilà, donc du coup les meilleurs en termes de productivité et résistance aux maladies. Donc c'est en ce sens que Hélène intervient, parce que c'est elle qui met en œuvre sur le terrain les différents travaux de pollinisation que nous avons. Donc quelques jours avant de polliniser, je passe sur l'arbre qui va porter les cabosses. Donc je passe poser des pièges comme celui-ci. Ce tube-là, il est installé sur des fleurs
qui vont être fermées, que je puisse éviter du coup les pollinisations naturelles. S'il m'arrive par malheur d'avoir une pollinisation vraiment faite par les insectes, donc de manière naturelle, donc ça va fausser toute la suite du plan de croisement en fait. Sur cette fleur-là, je vais utiliser la partie femelle vraiment. C'est donc le pistil que je vais utiliser. Et sur ma fleur considérée mâle, je vais utiliser la partie mâle seulement. Je viens vraiment la frotter sur ma fleur femelle. Ça, c'est justement ce qui est issu de pollinisation croisée. Après les croisements, les pollinisations, on a ça. On a les descendances qui sont issues de ces différents croisements. Toutes ces descendances, on va les évaluer en système agroforestier. Nous allons mesurer différents paramètres qui nous permettent de voir comment ils réagissent, par exemple, à l'ombrage. Quelle est leur réaction par rapport à la compétition pour la lumière, par exemple. Quelle est leur réaction par rapport à la résistance à la sécheresse. Tout ça, c'est pour arriver à développer des populations qui seront vraiment intéressantes d'un point de vue résilience face aux effets du changement climatique et qui seront intéressantes d'un point de vue productif. Donc, vous avez l'exemple ici d'un clone qui a des cabosses un peu plus grandes, par exemple, qui lui est choisi même dans un des plans de croisement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous, maintenant, on travaille uniquement avec de l'engrais organique et on a une logique d'implantation de nos parcelles en agroforesterie. On permet, grâce à ça, d'avoir au contraire de certaines monocultures qu'on peut voir sur le cacao où ils sont en train d'épuiser le sol. Nous, on a plutôt une logique de rendre nos sols de mieux en mieux. Donc du coup là, on a une belle cabosse là de mature qu'on peut ouvrir. Donc là. La fève, elle est entourée d'un mucilage blanc. Et en fait, ce mucilage, il a un parfum très particulier. C'est un vrai petit bonbon de la nature. Je prends comme ça là? Ouais. Et voilà, tu vas juste sucer le mucilage qui est autour de la fève et après tu peux cracher la fève. Petit côté litchi, je trouve, non? Presque. C'est Dans la pratiquement fraîcheur. On a parfois un peu l'impression d'un bonbon industriel, alors que c'est totalement naturel. Ça n'a pas du tout le goût de chocolat pour le coup, c'est vraiment presque agrumes, acidulé. Ça dépend aussi des clones. Hein. En ouvrant les cabosses, tu te rends compte que le mucilage n'a pas forcément le même goût entre les différents clones. Certains sont plus sucrés que d'autres. Voilà. C'est bon. Hein. Et nous comptons non seulement le nombre de cabosses qui est produit par arbre, donc, mais aussi à l'intérieur de la cabosse, le nombre de fèves et le poids des différentes fèves. Au niveau de la qualité, vous allez le voir, hein, le chocolat qui est produit à partir des différents clones internationaux. Moi, certains d'entre eux ont des grosses cabosses très productifs. Mais en fait, nous, on a remarqué que le chocolat qui est fait avec le Guyana est vraiment très intéressant. Hein. Là, ce qu'on va aller voir, c'est pour aborder également la partie renforcement des capacités pour les producteurs. En fait, on a mis en place, via des projets précédents, une micro-chocolaterie. Cette chocolaterie a deux objectifs. On développe une filière du cacao Guyana. Et l'autre aspect, c'est vraiment l'aspect formation du milieu agricole, des agriculteurs, pour qu'ils puissent donc faire du bean to bar, c'est-à-dire partir de la fève jusqu'à la tablette. Parce que juste vendre du cacao marchand, c'est-à-dire fermenté et séché, ça ne va pas être rentable pour les agriculteurs, donc ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Ces fèves, elles sont mises à fermenter pendant grosso modo une semaine. Fermentation-séchage, on arrive à ce genre de produit. Il va être torréfié pour développer les arômes. Donc une fois que les fèves sont torréfiées, il faut donc les débarrasser de leur coque. On a notre gruet qui apparaît. C'est uniquement avec cette partie-là que l'on va réaliser le chocolat. Ah là, tu peux goûter, tu vas voir. Ça va être très acide, pas sucré. C'est un style. Hein. Ok. Voilà, tu sens? On n'y est pas. On a Non, le goût mais du chocolat, on commence à avoir un peu un aspect de chocolat par rapport à ce que j'ai goûté tout à l'heure. On était plus sur de l'agrumes. Voilà, du là on litchi, a des choses très fruitées. On est sur du café un peu presque. Voilà. Et là c'est du brut. Donc cette partie, donc elle va arriver après dans le bol, dans ce broyeur, pour arriver à cette pâte de cacao.
Dans ce bol, il y a uniquement du gruet, que du cacao, c'est du 100%. Donc on appelle ça une liqueur de cacao. Voilà. Donc là, le chocolat est chaud. La texture, Elle est spéciale, hein. Voilà, ça prend en bouche, voilà. On n'a pas de... Il y a le côté astringent. Okay, c'est très amer, c'est fort. C'est rugueux sur la langue. Voilà, ouais, ça n'a pas fini encore, donc son processus de broyage. Je vais rajouter du sucre et donc du beurre de cacao. Voilà, ça c'est le beurre de cacao qui va permettre donc de rajouter du gras, d'avoir un produit qui est onctueux. Quand j'ai fini mon chocolat, qu'il a fini de tourner pendant une vingtaine d'heures comme ça, je peux le passer après dans cette machine là. En fin de compte, c'est un laminoir. Je le mets à refroidir dans cette boîte pour avoir mon pain de cacao. Donc là, on a du chocolat qu'après, on va pouvoir amener à tempérer, puis faire suivre un cycle de température. Donc là, on est sur de la cristallisation pour avoir vraiment un aspect donc homogène, brillant. Donc voilà, donc en fin de compte, c'est mouler le chocolat quand il est chaud, quand il sort de la tempéreuse, qu'il a fait son cycle, on le met là-dedans. Et donc après, on démoule pour avoir notre tablette de chocolat. Il a du beurre de cacao, il a de la lécithine. Donc là, on est sur un produit qui est presque fini. Et là on est sur du chocolat. Là, voilà. Je préfère ça que le bol là-bas. Je comprends. Donc voilà. Il est hyper bon. C'est vraiment notre cacao Guyana de Guyane qu'on a été chercher donc en forêt. Vraiment endémique de Guyane. Endémique et sauvage de Guyane. Donc après, c'est pas... On est sur du chocolat, mais il y a des arômes. Et hyper spécifique. Ouais, voilà, c'est différent. Moi, j'adore. Et donc il y a quelque chose qui se passe en bouche au début, à la fin, tu sens qu'il évolue. Ouais, c'est quelque chose grave. au niveau industriel qui tu vas pas ressentir quoi. C'est plutôt lisse. Lui, voilà. Hyper parfait, moi j'adore. C'est la différence entre un chocolat artisanal et industriel. Il est très différent quoi. Et c'est pour ça qu'au niveau industriel, ils retombent toujours sur leurs pieds parce que de toute façon, quand tu vends une tablette Nestlé ou quoi, il faut que le consommateur s'y retrouve. Quand ils reviennent sur la même tablette, ils retrouvent le même goût. Le consommateur, il attend toujours la même tablette, donc il revient sur le même produit pour retrouver les mêmes arômes, les mêmes goûts. Vous, c'est un peu comme du vin en fait, techniquement. Voilà, nous techniquement, c'est un cru. À chaque fois que je fais un bol, il sera plus ou moins, il va évoluer d'un bol à l'autre. Donc c'est un cru en fin de compte et je retombe jamais sur mes pieds.